6h15, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Si ça continue, il faudra que ça cesse. En France, quand on n'est pas content, on commence par manifester et ensuite on fait grève. Bernard Vivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Est-ce qu'on a une culture particulière de la grève en France ? Oui, nous avons en France, comparé aux autres pays européens, une culture affirmée de la grève, du conflit. C'est très ancien, c'est très vieux. Ça vient d'où? Ça vient de quand? Ça remonte au 19e siècle. Le mouvement syndical n'a été reconnu dans notre pays que très tardivement, après un siècle d'interdiction. Pratiquement tout le 19e siècle a vu le mouvement ouvrier, le mouvement patronal aussi, interdit de droit de cité. Et donc, quand le mouvement syndical a été reconnu officiellement en 1884... On a le droit de manifester en France depuis 1884. On a le droit de se réunir, d'exister, de négocier ou de faire grève depuis 1884. Le droit de grève, en fait, a été reconnu 20 ans avant, en 1864. Et vous le voyez, on a commencé à pouvoir faire grève en 1864 et à s'associer sur le plan professionnel, c'est-à-dire à monter des syndicats en 1884. On a eu le droit de s'opposer entre employeurs et salariés, entre salariés, fonctionnaires et État, 20 ans avant d'avoir le droit de négocier, c'est-à-dire avant d'exister. Bon, mais depuis, on s'est bien rattrapé, Julie. On a l'impression que c'est toujours la CGT qui décide ou non d'ailleurs de faire grève. Ça correspond à la réalité, ça? C'est la CGT? La CGT, mais d'autres organisations syndicales, notamment l'Union syndicale solidaire Sud, sont deux organisations qui ont une culture des relations sociales qui valorise le rapport de force et la grève par rapport au rapport de force et la négociation. Et plutôt CFDT, par exemple. Voilà, Force ouvrière, CFDT, CFTC, CFE-CGC. Aujourd'hui, le mouvement syndical évolue lentement, mais réellement vers la négociation, comme ailleurs en Europe. Et la CGT, du reste, s'interroge. Depuis Bernard Thibault, on peut considérer que la CGT essaye, pour reprendre les propos de Bernard Thibault, de concilier contestation et négociation. On a un tweet de Samelio avec le hashtag un matin qui nous dit « Pourquoi ne pas s'inspirer des syndicats allemands qui négocient avant de faire grève ?» Ne cherchons pas toujours loin de notre pays, même si l'Allemagne est tout près de la France, des modèles de relations sociales. Nous avons un modèle de relations sociales bien spécifique. Mais il est vrai que nous avons aujourd'hui des avancées vers la négociation avant la grève. Un exemple, la RATP, la Régie autonome des transports parisiens, où en 1996, un accord a été signé sur l'alarme sociale. C'est-à-dire, avant de faire grève, on se réunit, on essaye de résoudre la question par la négociation. Et les résultats sont là. Dans les 10 années qui ont suivi cet accord en 1996, il y a eu 2 fois moins de grèves à la RATP que dans les 10 années précédentes. Et ça n'existe pas à la SNCF, Bernard Vivier? Non, à la SNCF, nous sommes restés encore sur une relation sociale très tendue, très marquée. Le poids jusqu'à présent de la CGT et de Sudrail ne favorise pas pour l'instant encore cette avancée. Dans cette voie. Il n'y a pas une responsabilité des entreprises aussi? Parce que s'il y a grève, c'est qu'il y a blocage. Et s'il y a blocage, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Or, pour dialoguer, il faut être deux. Oui, et la question de la confiance entre organisations syndicales et direction d'entreprise est une question centrale. C'est-à-dire que nous avons encore de gros progrès à faire pour que les organisations syndicales, les représentants du personnel, les salariés dans l'ensemble, soient mieux informés des évolutions en cours. C'est manifeste en ce moment à la SNCF. Il y a une réforme. Cette réforme, elle est inéluctable parce qu'elle a un caractère européen. Et l'Europe n'est pas un danger, c'est une réalité. Ce peut être même une opportunité, c'est un fait. Donc il est important que cette réforme soit appropriée par les cheminots. Mais si la pédagogie n'est pas faite, c'est peut-être parce que la direction de la SNCF n'a pas su faire cette pédagogie aussi. Parce que les relations sociales, encore à la SNCF, sont marquées non pas par la confiance, mais par la méfiance réciproque. Il y a un énorme travail à faire. La RATP l'a fait, on vient de le dire, naguère. Il est possible de le faire à la SNCF. Est-ce que les grévistes sont toujours payés ou indemnisés pour leur jour de grève? Alors, la loi est très claire. Lorsque l'on fait grève, on n'est pas payé. L'entreprise perd des clients et les salariés perdent leur salaire. Mais on entend souvent dire qu'après les longs conflits, ça se négocie aussi. Voilà, c'est-à-dire que très souvent, pour sortir de la grève, dans la négociation, il est question du paiement des jours ou des heures de grève. Et cela fait partie des négociations pour sortir de la grève. Il y a 80% en gros des agents SNCF qui travaillent ce matin et pourtant la SNCF annonce à peine un TGV sur 2, Marion nous le disait, un TER sur 2 et 4 trains sur 10 en Ile-de-France. C'est disproportionné. On ne peut pas s'organiser autrement pour limiter les conséquences sur le trafic. Il y en a 8 sur 10 qui travaillent à la SNCF aujourd'hui. Comment ça se fait qu'on arrive avec aussi peu de grévistes à un blocage aussi important ?
Parce que la SNCF, comme toute entreprise, est une entreprise où toutes les catégories sont utiles et quand il en manque une, ça peut bloquer l'ensemble de l'entreprise. Quand on dit qu'une grève coûte 20 millions par jour pour la SNCF, c'est le chiffre qui circule en ce moment. C'est un chiffre qui est sérieux, ça, on sait vraiment le mesurer, ça oui, correspond bien à sûr. quoi? Une entreprise sait tenir ses comptes, la comptabilité analytique, ça existe évidemment. Et à la SNCF, il y a beaucoup d'ingénieurs, ils savent compter. On connaît la durée moyenne des grèves en France? Non, c'est très élastique, si je peux dire. Ça dépend des secteurs, évidemment. Oui, ça, 6 jours, c'est important. Là, oui, au-delà de 5-6 jours, c'est considérable. Alors évidemment, on a en tête des grands conflits qui ont duré, qui ont marqué l'histoire sociale, mais des conflits qui dépassent 3, 4, 5 jours, c'est déjà un conflit très long. Là, si la grève dure, on peut considérer qu'on s'installe dans une grève longue. D'accord. Qui n'a pas le droit de faire grève en France? Vous, Julie? Oui. Non, les journalistes ont le droit de faire grève, Oui, bien comme sûr, tous les salariés. Même dans le privé. Au début du XXe siècle, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de faire grève. Aujourd'hui, seules quelques petites catégories de fonctionnaires qui sont dépositaires de la puissance publique n'ont pas le droit de faire grève, mais s'organisent comme les militaires dans des concertations avec des représentations du personnel un peu différentes. Mais même les policiers, les gardiens de prison ont le droit de faire grève, alors que nous le sentons bien, il faut assurer la sécurité des lieux qu'ils ont en charge. Bernard Vivier, quelles sont dans l'histoire les grandes grèves qui ont vraiment fait avancer les choses? Alors, évidemment, la grève de juin 1936, la grève du Front populaire arrive tout de suite à l'esprit, c'est-à-dire une grève immense avec les premières occupations d'usines en 1936. Et puis, n'oublions pas que le progrès social, c'est pas uniquement la grève, c'est la négociation. Juin 36 a procuré les congés payés, les délégués du personnel, un certain nombre d'avancées sociales, mais d'autres avancées sociales sont nées de la négociation. Exemple, l'assurance chômage en 1958, où sans grève, patronat et syndicats ont décidé de mettre sur pied un système d'assurance chômage qui existe toujours, c'est l'UNEDIC et Pôle emploi. Vous vous souvenez, j'imagine, de Nicolas Sarkozy disant désormais, quand il y a une grève en France, plus personne ne s'en aperçoit. C'était en juillet 2008. Il y a moins de grèves qu'avant aujourd'hui en France ou pas? Oui, nettement. Le nombre de grèves a considérablement baissé dans notre pays. On peut même considérer qu'on est à un étiage très bas historiquement dans notre pays. Eh ben merci Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci à vous et bonne journée.